Un invité ce soir pour parler d'un sujet brûlant d'actualité en France. Bonsoir Hugo Micheron. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre Le djihadisme français, quartier, Syrie, prison, édition Gallimard. Vous êtes chercheur au CNRS, le Centre national français de la recherche scientifique, et aussi à la chaire d'excellence Moyen-Orient Méditerranée à l'ENS, l'École normale supérieure. Alors commençons par l'actualité, si vous le voulez bien, avec la libération de Flavien Moreau, premier djihadiste, dit-on, à avoir été condamné après son retour de Syrie. C'était il y a 7 ans maintenant. Il a fait de la prison. Il est sorti de Condé-sur-Sarthe. Ça fait polémique. Voici les faits. C'est notre partenaire France Télévisions. Il est le premier à avoir été condamné il y a 6 ans pour être parti en Syrie. Flavien Moreau est désormais libre, sorti de la prison de Condé-sur-Sarthe. En 2012, il part en Syrie faire le djihad. 10 jours sur place d'entraînement à l'arme de guerre. À son retour, ce Nantais d'origine coréenne de 33 ans est arrêté et condamné à 7 ans de prison ferme. L'homme est aujourd'hui libre, mais sous contrôle judiciaire et administratif pendant 1 an. Convocation chaque semaine par un juge, interdiction de quitter sa commune sans autorisation. Obligation de pointer tous les matins à la gendarmerie et de se soigner. A priori des conditions strictes, mais difficiles à appliquer selon ce policier. Les effectifs dédiés à ça, qu'ils soient de la DGSI, du renseignement territorial, n'ont plus le moyen humain pour le faire. Il y a trop de, ce qu'on appelle communément le jargon, de cibles potentielles aujourd'hui à surveiller. Là, on est dans la théorie, malheureusement, entre la théorie et la pratique, il y a un fossé. 291 majeurs sont revenus de Syrie. 121 d'entre eux ont été jugés et condamnés. Les autres attendent leur procès en prison ou sont sous contrôle judiciaire. En 2020, 42 personnes condamnées pour des faits de terrorisme devraient sortir de prison. Voilà donc pour les faits. Que vous inspire, Hugo Micheron, cette libération ? Alors déjà, il faut mentionner que Flavien Moreau fait partie des premiers djihadistes à être parti, puisqu'il est parti à la fin 2012, et c'est-à-dire au tout début de la phase de djihadisation du conflit syrien. Il fait partie des pionniers français, ceux qui en fait ont ouvert la porte aux autres. Alors lui, pas spécialement, il n'a pas été particulièrement important dans l'organisation djihadiste qu'il avait rejoint, le groupe Al-Nosra, donc le Al-Qaïda en Syrie, mais en revanche, il fait vraiment partie de cette dynamique. Par ailleurs, il a été condamné à 7 ans de prison parce que il était rentré avant les attentats de 2015, du 7 janvier et du 13 novembre 2015, ce qui fait que finalement, à l'époque, le djihadisme devenait un problème de plus en plus important, mais il n'était pas considéré comme la question sécuritaire prioritaire, comme c'est le cas depuis 2015 en France. Et donc, ce qui fait que la peine pour lui a été à la fois lourde, parce qu'il a passé quelques semaines en Syrie, et il a été condamné à 7 ans de prison, et en même temps faible au regard de ce qui est devenu depuis le djihadisme français. Et quelle question ça soulève maintenant qu'il est libre, selon vous? Certaines voix comme celle de Rachida Dati, l'ex-garde des Sceaux, ancienne ministre française de la Justice, plaide pour une rétention de sûreté. Alors, pour qu'on comprenne bien, cela veut dire qu'une personne jugée dangereuse, qu'elle ait commis un braquage, un délit de droit commun, ou qu'elle soit djihadiste, eh bien, si elle est jugée dangereuse, elle peut rester en prison. Vous, est-ce que vous avez un avis sur la question? Alors en fait, la question, c'est aussi, au-delà du cas individuel de Flavien Moreau, je crois, c'est celle des sortants. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des revenants, ces djihadistes qui étaient en Syrie et qui souhaitaient rentrer en France, mais il y a aussi la question des sortants, donc il va y en avoir une dizaine dans son cas. À vrai dire, même si la polémique fait rage en France sur le sujet, à l'heure actuelle, le défi sécuritaire que posent les djihadistes est relativement bien couvert en France, même si effectivement ce représentant des syndicats de police semblait dire l'inverse. La réalité, c'est que le gouvernement, mine de rien, les différents gouvernements successifs se posent cette question et travaillent sur la question depuis 2016. Donc le défi que pose le djihadisme, en revanche, il est collectif, dans le sens où on a 500 djihadistes en détention à l'heure actuelle en France. C'est comparable à ce qui se passe en Belgique, en Allemagne et en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que la prison est un lieu, un espace où se recompose en partie la mouvance. Donc la question de l'après ne doit pas oblitérer une autre question qui est celle de qu'est-ce qui se passe en prison, et ne doit pas non plus oblitérer la question qui est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui restent encore en Syrie et en Irak. Alors justement, que se passe-t-il en prison? C'est le cœur de votre livre, et disons-le, vous y allez directement. Vous dites la prison en France, c'est l'ENA du djihad, l'ENA, l'école normale d'administration qui forme les hauts cadres français. Pourquoi?
Alors, si vous me permettez de revenir sur cette phrase, c'est une tête de chapitre, la partie fait 80 pages, je pense que ce que je dis de la prison va beaucoup plus loin que ça, parce qu'en fait, cette phrase donne l'impression qu'on ne fait rien et que l'administration pénitentiaire serait totalement dépassée, et c'est pas le propos de mon livre. Je fais une analyse très très complexe, je crois, approfondie, 5 ans de travail, 80 djihadistes rencontrés en prison et qui m'invite en fait à dire que la prison ne peut pas se lire indépendamment des dynamiques qui se passent ailleurs dans la société française et ailleurs sur le terrain syro-irakien. De ce point de vue-là, c'est une première historique. La prison accueille 500 djihadistes dans ces murs. Et ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'Europe. Vous dire qu'ils sont déjà radicalisés ou qu'ils se radicalisent en prison? Non, ces 500 individus, ce sont des djihadistes en tant que tels. Mais justement, ce qu'ils font en prison, et ce qu'on n'a pas toujours compris, c'est qu'ils considèrent que la prison fait partie de leur parcours. Ils l'ont très bien compris quand ils sont rentrés de Syrie en France, ils savaient qu'ils allaient en prison et ils ont intégré ça comme une étape dans une carrière. Ce qui ne veut pas dire qu'on les laisse faire n'importe quoi non plus en détention. Il ne faut pas tomber dans cette hystérisation du débat, mais c'est clair et net, ils ont identifié la prison comme un des territoires du djihad. Et donc, de ce point de vue-là, il faut réussir à prendre en compte les spécificités du djihadisme en milieu carcéral, notamment du recrutement, parce qu'ils utilisent leur temps en détention pour recruter des droits communs, avec cette idée que finalement, ils sont au contact du public majoritaire en détention, qui est le même que ceux qui cherchent à convertir par ailleurs quand ils sont en liberté. Et donc, de ce point de vue-là, la prison n'est pas, et c'est tout mon propos, une impasse dans laquelle le djihadiste finirait sa course. C'est au contraire un espace que eux, ils essayent, comme tous les autres espaces par lesquels ils passent, d'instrumentaliser. Et c'est en sortant des spécificités de la prison, mais en rentrant dans les spécificités du djihadisme, qu'on arrivera à comprendre ce phénomène. Alors, il y a une autre affaire, c'est tombé tout à l'heure, l'agence France-Presse qui annonce l'ouverture du procès de la cellule dite djihadiste du califat fantôme. 24 accusés, partis dans les années 2014-2015 en Irak ou en Syrie. 19 d'entre eux sont présumés morts, mais toujours recherchés. C'est aussi le cœur de votre livre. Vous dites qu'en France, il y a du coup beaucoup de djihadistes. Pour autant, vous dites que de 1996 jusqu'à la vague d'attentats de 2015, la France a été épargnée. D'abord, peut-être pourquoi a-t-elle été épargnée et pourquoi après il a fallu attendre cette vague d'attentats pour cette prise de conscience? On pourrait dire que la période c'est 1996-2012 parce que les attentats de Mohamed Merah de Toulouse et de Montauban en mars 2012, en fait, c'est vraiment la première expression d'un djihadisme français qui était en train de s'affirmer et qu'on n'a pas lu comme tel. Et en fait, il va falloir attendre que les attentats de 2015 rejouent les gammes de façon encore plus meurtrière et violente pour qu'on prenne conscience de la réalité du djihadisme français. Ce que j'indique, c'est que ces dynamiques se sont construites dans le long terme, sur une vingtaine d'années, et qu'elles ont eu lieu dans un certain nombre de lieux, de territoires français, de quartiers qui ne sont pas par ailleurs superposés à la question des banlieues. Ayant dit ça, la France a été touchée parce que, et c'est une constante depuis les années 70 dans la littérature islamiste, elle est perçue comme vraiment le fleuron idéologique du monde occidental pour les islamistes, c'est-à-dire que c'est l'usine à idées, comme l'un des djihadistes rencontrés me l'a dit, l'usine à idées de l'Occident. Et donc il y a cette idée que taper la France, c'est leur vocabulaire, serait en fait le moyen d'affaiblir l'Occident tout entier, avec cette idée que si la France renonce aux valeurs universelles chères à la République française, eh bien, quelque part, c'est le fleuron idéologique du monde occidental qui va être à genoux. Et de ce point de vue-là, ils n'y sont pas arrivés, puisque Daesh, le territoire du pseudo-califat qu'ils avaient établi dans le nord-est syrien, a été détruit. Par contre, le territoire idéologique du djihadisme perdure, et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, si on comprend les 20 dernières années du djihadisme français, on peut peut-être prévoir, ou en tout cas travailler sur ces évolutions potentielles dans les 10 prochaines. Mais si la prison est un objet de radicalisation, c'est aussi qu'il y a un terreau avant, c'est-à-dire qu'il y a aussi la misère, et que quelque part, cette radicalisation, c'est un refuge aussi pour ces jeunes, souvent. Alors, ça a été une analyse dominante dans les débats en France jusqu'à très récemment. Ce que je montre, c'est que la géographie du djihadisme français, en fait, ne recoupe pas la géographie de la discrimination. Des difficultés à s'insérer dans la société. Et on peut prendre un exemple très simple. Il y a pas loin de Paris, en banlieue parisienne, une ville qui s'appelle Trappes. 30 000 habitants, il y a eu 85 départs entre 2012 et 2018 pour la Syrie et l'Irak. C'est une ville vraiment qui cumule tous les handicaps. Mais de l'autre côté de la Seine, à quelques kilomètres, il y a une ville qui présente exactement le même profil, qui cumule également les handicaps, qui s'appelle Chanteloup-les-Vignes, et il y a 0 départ. Donc il faut aller beaucoup plus loin, si vous voulez, que la simple idée
l'idée que la marginalisation socio-économique produirait Et pourquoi du du coup djihadisme. alors entre Chanteloup-les-Vignes et... Eh ben, la différence, donc ça c'est une toile de fond commune, la différence c'est la présence d'acteurs historiques. Ce que je montre, c'est que depuis les années 90, il y a eu notamment à Trappes, mais on va retrouver ça également à Toulouse, à Strasbourg, à Roubaix, enfin sur l'ensemble du territoire français et à vrai dire dans l'ensemble des pays ouest européens. C'était Nice aussi, c'était Molenbeek bien entendu, bien en entendu, Belgique, parce que d'où étaient originaires certains des attentats, des auteurs présumés. Exactement, du 13 novembre, parce que cette situation qui se produit en France, en fait, se produit dans l'ensemble de l'Europe du Nord-Ouest, et c'est la présence historique d'acteurs. Il y a eu les passages du GIA algérien, le groupement islamique armé, qui étaient des djihadistes qui étaient très impliqués dans la guerre civile algérienne des années 90, et qui en fait ont trouvé exil en France et plus largement en Europe, et qui vont travailler de l'intérieur un certain nombre de quartiers qu'ils ont identifiés. Et donc, c'est cette précision-là qui nous permet de comprendre l'évolution des dynamiques sur les 20 dernières années. Et vous parlez aussi d'enclave. Exactement, parce que concrètement, ces militants, ils vont identifier un certain nombre d'environnements qu'ils vont investir de l'intérieur. Et cette manière de l'investir, c'est de mettre en place, mine de rien, des structures, donc des associations à but non lucratif. Ils vont monter des écoles privées hors contrat, ils vont faire venir des prédicateurs de Belgique et d'ailleurs, de Suisse également, de Suisse romande. Et de cette façon-là, ils vont essayer de construire des dynamiques locales. Si on prend l'exemple des frères Klein, qui sont les terroristes qui ont revendiqué les attentats du 13 novembre pour le compte de Daesh, ils étaient présents dans les quartiers toulousains au début des années 2000. Et ce qu'ils ont fait concrètement, c'est qu'ils ont mis en place cette machine de prédication, et ils étaient une dizaine seulement au début des années 2000. Leur entourage élargi, c'était 300 personnes 10 ans plus tard, et c'est dans ces 300 personnes qu'on va trouver Mohamed Merah, l'auteur des attaques de Toulouse et de Montauban en 2012, et c'est dans ces 300 personnes qu'on va trouver l'essentiel des départs pour la Syrie de la région toulousaine. C'est pour ça, c'est cette logique d'enclave et qui nous amène d'ailleurs à élargir la question du djihadisme, à cet amont, le terreau qui est très souvent par ailleurs travaillé également par le salafisme. Ouais. Alors une précision sur ce que je disais, c'était pas le premier jour du procès, mais le réquisitoire de 30 ans à la perpétuité requis contre le procès dit des fantômes du djihad. Alors on a envie de vous dire, pour conclure cette entrevue, que faire? Est-ce qu'il faut jouer au niveau du service de renseignement? Visiblement, ça devient de plus en plus compliqué, même si la France a longtemps eu cette réputation d'être l'un des meilleurs services du monde en la matière. Est-ce qu'il faut jouer sur les aumôniers en prison, notamment? On sait qu'il y a eu des efforts à ce sujet. Alors, on est encore à l'an 5 de la prise de conscience, et à vrai dire, il y a beaucoup de choses qui se passent en France, beaucoup de réflexions qui sont menées. La question sécuritaire, même si ça fait débat, et c'est très bien et c'est très sain que ça fasse débat, est relativement bien couverte. Mon sentiment, c'est qu'on ne pouvait pas réfléchir aux réponses dès lors qu'on n'avait pas le diagnostic. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai entrepris des recherches vraiment au long cours. Donc, une fois ce diagnostic posé, je crois qu'il faut réfléchir aux défis politiques, intellectuel et sociétal que pose le djihadisme. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de l'hystérisation du débat et de la simple préoccupation sécuritaire pour voir que derrière, c'est la question... Il y a une idéologie politique, et c'est la question du vivre ensemble et de comment certains quartiers sont devenus, en fait, malgré eux, parfois à l'échelle de dynamiques très locales, des pourvoyeurs de djihadistes français. Merci beaucoup Hugo Micheron, le djihadisme français, quartier, Syrie, prison, édition Gallimard. Merci à vous. Merci.